réserver un accueil très chaleureux à Arthur Aubeuf. Ça va ? Bonsoir. Alors, ce soir, ça va être une conférence un peu particulière parce que ce qu'on va avoir, c'est une interview, toi et moi, mais ça va être aussi une interview participative où on va vous demander quelques petites choses entre-temps. Donc, restez surtout bien à l'écoute et respectez les consignes lorsque je vous les donnerai. Attention, je vous surveille. On va commencer. Arthur, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien oui, avec plaisir. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. Moi, j'aime bien dire que je suis un humain optimiste, fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat. Je suis l'un des cofondateurs de Team for the Planet. Et puis, j'ai eu avant des entreprises plutôt dans le digital et dans la tech. Avant de me tourner vers ce qui fait plus de sens pour moi. Voilà, ça te va comme présentation ? Oui, c'est très bien, parfait. Justement, moi, je vais demander un peu plus d'informations sur Team for the Planet parce que la semaine dernière, j'étais là, par visio, mais vous avez une grosse actualité et on a quelque chose en commun en plus, qui est un nouveau partenaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, carrément. Donc, elle fait référence à une soirée qu'on a fait récemment pour annoncer plusieurs choses, dont un partenariat global avec le Crédit Coopératif. Et donc, pour rappeler ce qu'est Team for the Planet, on est un réseau d'investisseurs, un grand réseau d'investisseurs pour le climat. Aujourd'hui, on a 132 000 personnes qui ont investi de l'argent, ça représente une cinquantaine de millions d'euros. Et nous, notre mission, c'est de trouver des innovations qui transforment des secteurs très polluants de l'intérieur et de les aider à passer à l'échelle. En fait, le constat de Team for the Planet, c'est que toutes les solutions sont là. Et ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est les scientifiques. On a tout pour réussir la transition écologique. Le vrai sujet, c'est que la plupart des solutions dont on a besoin ne sont pas bien accompagnées, pas bien outillées pour réussir à passer à l'échelle. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est déjà que les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs. Donc, il faut qu'on puisse leur adjoindre un entrepreneur. Nous, c'est ce qu'on fait. On va recruter un très bon entrepreneur et on vient faire un binôme entre un Steve Wozniak et un Steve Jobs, si vous voulez, pour avoir vraiment un binôme qui peut amener l'innovation à être une vraie entreprise avec un modèle économique et à passer à l'échelle. Et puis, elles ont aussi besoin d'être financées à un moment qui est assez crucial. En général, il n'y a personne qui les aide à ce moment-là. Souvent, il y a un peu de subvention au début, un peu de business angel. Et puis après, il faut qu'elles atteignent une certaine maturité, qu'elles atteignent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour que les fonds d'investissement, donc tout l'écosystème qui suit, s'y intéresse. Et en fait, cette période au milieu s'appelle un peu la vallée de la mort, le climate gap dans le jargon. Et c'est clairement un mouroir des innovations qui sont là et qui fonctionnent et dont on a besoin. Et donc nous, Team for the Planet, on vient se concentrer sur cette période-là. Donc on investit de l'argent grâce à tous nos investisseurs, grâce à tous nos actionnaires. On recrute l'entrepreneur, mais on se sert aussi du réseau d'actionnaires pour aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'en fait, grâce à nos investisseurs, on trouve des clients très rapidement pour nos boîtes, on recrute des talents, on recompose les équipes, on lève des blocages parfois politiques, on les fait connaître. Des fois, on obtient des partenaires industriels pour co-développer. Et en fait, c'est cet ensemble de paramètres qui permettent à ces innovations de devenir de vraies entreprises qui atteignent une certaine viabilité économique et qui peuvent continuer leur route et avoir un impact à grande échelle. Donc c'est ça vraiment la mission de Team for the Planet. Et aujourd'hui, on a 14 premiers projets, 14 premières boîtes. L'ambition, c'est d'en déployer 100 et donc d'atteindre des volumes d'investissement qui sont encore plus importants, parce que là, les 50 premiers millions, on les a fait avec des investisseurs qui venaient sans attendre aucun rendement financier. Donc ils ont tous investi uniquement contre des dividendes climat, des tonnes de CO2 évitées par euro investi. Avec ça, on a atteint 50 millions d'euros. Maintenant, l'objectif, c'est de voir si on peut monter à 500 millions d'euros. Et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de choses, et notamment ce partenariat avec le Crédit Coopératif. On a lancé une offre bancaire. Donc maintenant, on peut aller flécher l'épargne des gens, l'assurance vie, et on peut aller chercher des volumes beaucoup plus importants d'argent au service de ces innovations du monde de demain. Ça a été un gros travail pour ce partenariat, donc c'est pour ça qu'on l'a annoncé un peu en grande pompe avec le DG du groupe, parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais ça va permettre à Team for the Planet de changer un peu de dimension et d'atteindre, on va dire, les aspects de la finance, parce que maintenant on est backé par un gros de ce monde-là. Super, merci beaucoup. Et moi, ce que j'ai retenu aussi de la semaine dernière, c'était que désormais, il n'y a pas que des investisseurs justement qui ont de l'argent ou qui peuvent ne rien attendre en retour. Désormais, c'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a un marché secondaire qui s'est ouvert, il me semble. Bravo, tu as bien retenu le pitch. Oui, donc jusqu'à maintenant, nous, on avait vraiment fait un choix assez radical parce qu'en fait, on se rendait compte que la plupart des investisseurs, moi par exemple, je suis dans plusieurs fonds à impact, je suis dans les boards, dans les conseils d'administration de plein de fonds, Daphne, Raise et autres.
Et en fait, on se rend compte que les fonds à impact, ils sont tous cantonnés au même dossier, au même moment, ils se battent pour les mêmes projets et ils n'arrivent pas à intervenir avant parce qu'il y a des standards de rendement hyper élevés, il faut qu'ils fassent des exits, donc des reventes à très court terme. Et tout ça, ce n'est pas compatible avec les solutions qui peuvent vraiment changer les choses. Donc nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut se positionner pour avoir un confort absolument unique et investir là où les autres ne peuvent pas investir pour faire vraiment la différence. Donc c'est pour ça qu'on a été assez drastique les premières années et qu'on a dit il n'y a pas de rendement financier. Comme ça, nous, on peut investir vraiment à l'endroit où ça a de la valeur. Et on est libre parce que nos actionnaires ne mettent pas de pression sur les rendements financiers. Maintenant qu'on a avancé, qu'on a fait la preuve de concept et qu'on voit que le modèle fonctionne, l'idée, c'est de se dire comment on va chercher l'immense majorité des investisseurs pour qui le rendement financier, ça reste une condition nécessaire, mais sans venir dégrader toutes les valeurs, toute l'ADN et justement cet avantage presque compétitif qu'on a à pouvoir investir à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a annoncé la semaine dernière et ce qu'on a décidé de faire, c'est de libérer la valeur financière des actions de Team for the Planet. Jusqu'à maintenant, c'était bloqué à 1 euro l'action. Donc, nos investisseurs, chaque fois qu'ils achetaient des actions, c'était toujours 1 euro. Et maintenant, on a libéré la valeur. Donc, ça veut dire que la valeur des actions de Team for the Planet va refléter la valeur réelle de nos entreprises dans le monde réel, avec des audits indépendants chaque année. Ça sera toujours corrélé à l'impact aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on ne va pas distribuer des dividendes. Donc, on reste dans un modèle où toute la valeur qui est créée dans Team for the Planet, nous, statutairement, on la réinjecte pour relancer de nouvelles entreprises. Mais à côté, indépendamment, on ouvre un marché secondaire. Et là, les actionnaires, les investisseurs vont pouvoir revendre et acheter des actions entre investisseurs sur ce marché secondaire avec une perspective de plus-value, puisque la valeur des actions, si on continue de bien bosser, augmente d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est ça on va dire l'avancement, la libération de la valeur pour que Team for the Planet puisse maintenant changer d'échelle. Parce que l'idée, c'était vraiment, sur ces 5 premières années, de démontrer déjà que notre modèle, notre recette, en utilisant le collectif, le digital, le capital et un recrutement d'entrepreneurs, ça marche. Maintenant qu'on a avancé là-dessus, on se dit comment est-ce qu'on passe à l'échelle. Et donc, on va aussi travailler à s'internationaliser à partir de 2026, parce qu'aujourd'hui, on a 132 000 investisseurs dans 90 pays du monde, mais principalement francophones, et on ne s'était pas mis en disposition de passer à l'échelle le mouvement, on va dire. Pourtant, on a plein de sollicitations dans plein de pays, parce que justement, nos actionnaires un peu partout essaiment, et donc là, maintenant, on va être en disposition, notamment avec le Crédit Coop, d'aller plus loin. Donc, c'est assez chouette. Super, merci beaucoup. On va parler maintenant de pourquoi en fait tu es allé dans cette voie. Ouais. Et je vais te poser une question, c'est un peu personnel, donc si tu n'as pas envie de répondre, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Je répondrai à tout, vas-y. Ah, waouh, ok. Alors, quelle est ta couleur? Non, je rigole. Donc, moi, j'avais une question, du coup, j'ai un peu eu la réponse dans le livre, que vous pourrez acheter, bien sûr, après, je fais ta promo. Quel échec ou situation ou rencontre t'a fait changer la manière de créer ou même de percevoir la valeur? Je sais que c'est une grosse question, mais voilà. Quelle est la situation en fait qui a fait que ça a changé pour toi? Non, c'est une bonne façon de formuler la question parce que c'est vrai que c'est souvent les échecs qui nous font réfléchir, grandir et apprendre plus que les réussites. Et moi, j'échoue tout le temps, toute la journée, comme plein d'entrepreneurs. On se lève tous les matins, on se dit bon, c'est encore un nouveau problème insoluble aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va le solutionner? Donc, je pense que vous connaissez ça. Je pense que ce qui m'a vraiment fait un gros déclic, et le mot échec est bien choisi, c'est donc moi j'ai eu une première vie entrepreneuriale. Donc j'ai grandi dans le massif du Jura, voilà, pour ceux qui connaissent, dans le Haut-Bugey. Chez moi, il y avait 2 options à la naissance, faire du ski de fond ou mourir. Donc en gros, on est beaucoup à faire du ski de fond là-bas. Ce qui m'a amené en fac de sport. Et pendant ma fac de sport, j'avais 6 mois de vacances par an. Donc pareil, si vous avez des enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie, voilà, vous pouvez leur donner une chance de se poser plein de questions pendant leurs 6 mois de vacances s'ils vont en fac de sport. Et donc moi, j'ai commencé à créer des communautés en ligne sur les réseaux sociaux. Ça s'est vachement développé. On était en 2011, c'était sur Facebook. Et donc, on a atteint plusieurs millions d'abonnés. Puis après, on en a fait des médias, des sites internet, des applications smartphone. La publicité nous rapportait pas mal d'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première boîte. J'ai vendu cette première entreprise. Et puis, je me suis un peu fait happer par l'entrepreneuriat, alors que moi, j'avais prévu d'être prof de sport, quoi. Donc, c'était un peu bizarre comme truc, mais je suis resté dans le digital. Ça s'est fait un peu sans que je contrôle. J'ai refait une nouvelle entreprise, pareil, dans les applications. Donc, j'avais revendu à un groupe de dating, d'applications de rencontres. Donc, j'ai fait des applications de ce type-là après. Et puis, je me suis fait recruter par un réseau social américain qui était concurrent de TikTok à l'époque et qui s'appelle Thriller. Et donc, j'étais le 3e parce que c'était 2 Américains qui venaient de vendre leur boîte aux États-Unis. Donc, ils avaient vraiment bien vendu leur boîte. Ils lançaient ça et ils voulaient tout de suite aller sur le marché européen. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un qui connaissait les communautés, les applications smartphones, les influenceurs. Et moi, j'étais dans ce milieu-là depuis quelques années.
Et donc, par un concours de circonstances, je l'ai rencontré, il m'a dit, c'est parti, tu gères l'Europe. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à gérer l'Europe pour ce réseau. Et on est passé de 3 personnes à 400 personnes en 2 ans. Ils ont levé 300 millions d'euros. Enfin, ça a été hyper violent. Donc moi, j'ai beaucoup appris. Bon, j'étais très fatigué aussi, mais c'était hyper intéressant. Et ce qui était marrant, ça répond à ta question, hein, tu vas voir, je ne fais pas une longue digression, c'est que j'ai un peu touché du doigt ce que plein de gens considèrent être la grande vie, le succès, la réussite, parce que on manipulait des millions d'euros, j'avais 15 millions d'euros d'actions, j'étais très bien payé, on était tout le temps avec des stars, parce que moi, mon métier, c'était d'emmener des stars, faire des partenariats avec d'autres stars aux États-Unis. On sponsorisait le All-Star Game. Moi, on me donnait des budgets pour me dire emmène-les à Ibiza, va leur faire du bateau et puis qu'elles fassent un maximum de contenu et puis ça nous fera des téléchargements. Enfin, vraiment, c'était ça ma vie. Donc, c'était complètement fou. J'étais dans tous les dîners, j'étais à l'anniversaire privé de Snoop Dogg. Enfin, vraiment, j'ai fait des trucs bizarres. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que très jeune, j'ai touché à un truc qui est considéré par plein de gens comme étant la vie parfaite. On la voit partout sur Instagram, on a l'impression que c'est la réussite absolue. Et je me rappelle que j'étais, je pense, à ce moment-là, au plus mal en fait. J'ai jamais été aussi malheureux. Il y avait que des gens en détresse, honnêtement, qui étaient dans la comparaison à l'extrême, dans le toujours plus. Des gens qui couraient derrière, on ne sait pas quoi. En fait, personne ne savait quoi. On était déjà tout en haut et il fallait courir encore. Et enfin, je me rappelle avoir rencontré des gens qui étaient milliardaires et qui me disaient, mais moi, je suis qu'un petit milliardaire. Mes potes, ils sont encore plus milliardaires. Et littéralement, hein, c'est une vraie anecdote. Et je me disais, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi. Et en fait, je pense que l'échec qui m'a fait le plus prendre conscience, c'est cet échec du bonheur, en fait. C'est que je me suis un peu fait duper. J'ai cru à la grande vie Instagram. Je me suis dit, tiens, elle me tend les bras. Moi, j'avais pas prévu. J'arrive d'un village de 200 habitants sur le massif du Jura. Là, je suis à l'anniversaire privé de Snoop Dogg, on va aller voir quand même. Et donc, du coup, j'ai fait ce pas vers cette grande vie, cette réussite Instagrammable qu'on nous vend partout. Et en fait, ça n'a pas du tout tenu ses promesses de bonheur. À aucun moment, en fait, en termes de santé, en termes de temps pour moi, en termes de rapport à la réussite, en termes de liens humains, il n'y avait rien qui allait, en fait. Et donc, je me rappelle très bien que j'étais vraiment heureux quand je rentrais chez moi, chez mes parents, enfin, et que je faisais un peu de ski justement dans mes montagnes tout seul et que je me reposais. Et je me suis dit, en fait, c'est là que je suis heureux. Et donc, ce qui a vraiment déclenché beaucoup de changements pour moi, ça a été justement ce début de l'année 2019 où en gros, on m'a dit, tes 15 millions d'euros d'actions, là, on te les veste, donc en gros, on te les bloque sur 3 à 4 ans et puis après, tu pourras les libérer. Ils allaient rentrer au Nasdaq, ils sont rentrés, une valeur de 4 milliards Thriller. Alors TikTok les a explosés au passage, mais ils ont quand même réussi une belle aventure. On a atteint 100 millions d'utilisateurs. Mais en fait, donc ils m'ont proposé un dîner à ce moment-là, et j'en parle dans le livre, pour me dire, on confirme tes 15 millions, on y va. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais en fait, je ne veux pas de cette vie. Je ne me vois pas être bloqué encore des années dans cette vie, parce qu'en fait, elle me rend profondément malheureux. On est tous en train de courir dans une roue de hamster, et ce que j'étais en train de réaliser, c'est que s'il est mal utilisé, l'argent, il ne nous sort pas de la roue du hamster, en fait. Il nous fait juste acheter une roue de hamster en or, mais on continue de courir dedans. Et donc, je me suis dit, il faut que je sorte de ça. Et c'était vraiment l'aiguillage de ma vie où je pense que j'ai pris des décisions en me disant, tu as manipulé des outils super puissants, parce qu'honnêtement, c'est super puissant. Le digital aujourd'hui, l'entrepreneuriat, l'argent, l'investissement en capital, c'est très, très, très puissant. Tu as eu la chance de voir la puissance que ça a, à quel point ça peut changer des choses à une échelle internationale, mais tu l'utilises dans le mauvais sens. Et tu l'utilises pas pour faire un truc qui te ressemble. Et donc là, je me rappelle que je me suis posé les questions de qui je veux être et puis de quoi je veux être fier à la fin de ma vie, quoi. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui compte. Et qu'est-ce qui me rend heureux vraiment en fait au quotidien. Et donc c'est là que j'ai décidé de faire Team for the Planet et de changer un peu drastiquement finalement le pourquoi, mais pas tant le comment. Donc c'est ça qui est intéressant. Okay. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci à vous. Moi, lorsque j'ai lu ton livre, il y a une phrase qui m'a fait un peu tilter, c'est l'entrepreneur doit être directement au service du bien commun. La raison d'être d'une boîte, c'est normalement d'apporter une solution à un problème de société. Et pour moi, c'est une vision qui a du bon sens, mais au final, qui n'est pas forcément celle qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, à quel moment, toi, tu as compris que l'entreprise, ça pouvait vraiment être un outil de transformation du monde et même, voire un moteur de bonheur collectif? Waouh, les questions sont bossées, c'est très bien. À quel moment? Honnêtement, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que probablement que l'entreprise, c'est l'outil de collaboration le plus évolué sur Terre, en tout cas qu'on est mis au point aujourd'hui, les humains. Et la collaboration, c'est quand même ce qui a fait le succès de notre espèce. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à collaborer justement à grande échelle parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus polarisées. Il y a des bulles d'opinion, enfin, on voit bien la situation dans laquelle on est.
Et je pense qu'il faut qu'on continue de miser sur la collaboration. Moi, je crois beaucoup à l'entreprise. Je pense que l'entreprise est un outil absolument formidable, mais il faut qu'elle soit paramétrée comme il faut. Là, elle est un peu dévoyée, l'entreprise, et puis elle est paramétrée avec des constats et des connaissances du monde qui sont sacrément obsolètes. Et puis c'est normal, tout évolue si vite, on comprend plein de choses ces dernières décennies, mais aujourd'hui, le logiciel avec lequel on pilote nos entreprises, je pense que vous êtes nombreux à le sentir, qu'il est quand même en décalage avec ce qu'on commence à comprendre du monde, quoi. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait d'utiliser l'entrepreneuriat, c'est que j'avais quand même je voyais que l'entreprise, ça permet de changer des choses à très très grande échelle. Enfin, les humains passent, les entreprises restent. C'est quand même fou ce qu'on a créé. Les personnes morales, c'est un concept assez dingue. Il faut quand même qu'on se rende compte de ce qu'on fait. Ça peut permettre de mobiliser la force de travail de milliards d'humains qui ne se connaissent pas au service d'un projet. Le problème, c'est que ce que je constatais dans ma petite expérience entrepreneuriale, c'est que on avait complètement perdu ce pourquoi. Pourquoi on le fait en fait? Pourquoi on se lève le matin? On travaille 100 000 heures dans une vie. Moi, j'aime bien rappeler cette stat parce que c'est quand même colossal, 100 000 heures. Si on les met tout collés, c'est 11 ans. On donne 11 ans de notre vie en cumulé à notre travail. Il faut quand même que ça serve à un truc utile. Il faut quand même qu'on se demande, mais pourquoi je le fais? Alors vous, je pense que vous êtes beaucoup plus avancé que la moyenne, mais il y a plein d'entrepreneurs que je côtoie encore, qui ont mon âge et qui disent, non, mais moi, je suis là pour transformer 1 euro en 2 euros, et si je peux aller défiscaliser ça à Dubaï, eh ben, c'est bon, j'ai réussi, quoi. Mais en fait, c'est hyper pauvre comme vision de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment dégrader l'outil qu'on utilise, quoi. Et donc, je crois que transformer 1 euro en 2 euros, c'est nul, et que c'est pas ça le but de l'entreprise. Donc, pour répondre au début de ta question, bien sûr que pour moi, l'entreprise, c'est on a un problème de société, comment est-ce qu'on y fait face collectivement et comment on utilise cet outil génial pour y faire face. Et donc chacun amène dans l'entreprise quelque chose. Le collaborateur, il amène son temps, il amène son talent, mais l'actionnaire, il amène son argent. Et j'ai presque envie de dire, alors c'est peut-être un peu provocateur, mais l'actionnaire, il devrait perdre son argent. Il devrait dire, en fait, moi j'ai investi pour acheter par procuration un truc que j'ai pas le temps ou l'expertise de faire. Et je viens contribuer à un projet de société par mon argent et mon investissement. Comme le collaborateur vient donner son temps pour pouvoir réussir à faire avancer un projet de société qui lui tient à cœur. Ça devrait fonctionner comme ça. C'est juste fou qu'avec 40 ans de néolibéralisme, en fait, on ait oublié ça. Mais en fait, c'est ça le vrai moteur qui fait qu'on fait des grandes choses et en plus, je trouve, qui fait qu'on les fait bien et qu'on crée vraiment de la valeur et qu'on a un modèle qui peut être solide. Quand on y croit et quand on est animé par ce qu'on fait, on est quand même un meilleur entrepreneur, j'en suis convaincu, plus résilient, capable de trouver des solutions que quand on est juste là pour faire du fric, quoi. Mais je pense que vous partagez ça ici. Mais voilà, il y a tellement d'entrepreneurs qui ne le partagent pas, c'est assez hallucinant, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne veux pas dire que c'est super rare comme vision des choses, mais peut-être qu'on a perdu le sens même, la signification de ce que doit être une entreprise. Donc c'est intéressant quand même de se le dire et de le partager à tous pour la majorité silencieuse qui le pensent, mais qui ne le disent pas forcément. Et c'est là que vous allez rentrer en action. Donc en fait, j'ai une question pour vous aussi, parce qu'il n'y a pas qu'Arthur qui doit travailler. J'aimerais que vous leviez la main lorsque vous vous reconnaissez. Donc c'est combien parmi vous ont déjà eu une prise de conscience qui les ont fait changer de choix professionnel? Donc déjà, c'est une belle majorité. Ouais, c'est cool. Hein. Qui est d'accord pour la partager? Pour partager ce choix, ce qui a changé. Allez. Il y a des gens courageux, hein. Ouais. C'est beau. Merci. Bonsoir tout le monde, je fais quoi? Je reste assis ou je me lève? Non, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci, ou ce que vous voulez. Écoutez, merci Arthur en tout cas pour ce partage. Moi, mon histoire personnelle, c'est que, en gros, je suis né dans une famille en Russie qui était très très riche. Et j'ai travaillé pas mal dans le pétrole et le gaz, dans l'import-export, jusqu'au jour où j'ai tout perdu. C'était lors du Covid. Et aujourd'hui, je fais un projet pour la communauté, pour transformer les humains et la planète. Et voilà. Donc, la prise de conscience, c'était de tout perdre. Quand tu perds tout, forcément, l'ego, il souffre, on comprend des choses. Et forcément, soit on apprend des choses et on devient meilleur, soit sinon, on refait la même expérience, je pense. Voilà. Donc même dans le pétrole, on peut tout perdre, hein. Retenez bien. C'est quand même ça qui est important là. Merci beaucoup. Bravo pour le changement. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Moi, je voulais partager ma prise de conscience. J'ai travaillé 8 ans en agence publicitaire, dans le 5e groupe mondial de publicité. Et ce qui m'a fait prendre conscience, en fait, j'étais très bien payée, c'était
un poste super top, comme tu disais Arthur. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est qu'en fait, on était tout le temps à la course aux objectifs. Donc, j'ai travaillé dans le secteur du prêt-à-porter, cosmétique, etc. Et on avait toujours des objectifs qui étaient plus hauts. Donc, au début, on les atteignait, on était trop contents. Et en fait, à force, je me suis posé des questions. Parce que mon quotidien était rythmé par toutes les 15 minutes un message. Qu'est-ce qui se passe? On a moins 15% de trafic sur le site. Qu'est-ce qui se passe? On ne vend pas assez de manteaux. Il faut augmenter le nombre de manteaux à vendre, etc. Et je me suis posé la question, je me suis dit, oh, on n'est pas en train de sauver des vies. Ça devenait hyper stressant. Et je me suis dit, attends, là, on est en train de pousser à la surconsommation, ça va pas. Et donc je m'étais dit, c'est soit je change de métier, soit j'utilise mon métier à bon escient. Et du coup, j'ai fondé une entreprise, une agence social ads qui accompagne des entreprises engagées parce que je suis certaine en fait qu'on peut faire de la publicité mais à bon escient. Voilà, donc j'ai quitté mon poste haut placé il y a 3 ans maintenant pour pouvoir lancer mon agence et accompagner ces entreprises-là. Bravo, je vais donner mon siège. Hein. Bravo. Désolée, on aimerait entendre toutes vos histoires, mais vous pourrez vous les partager du coup durant le cocktail. Et merci beaucoup à celles et ceux qui sont intervenus. Mais trop chouette qu'il y a des gens comme ça qui ont le courage et qui osent, ça fait plaisir. Ouais, c'est pour se dire que c'est pas si, rare. Du coup, il y a plein de gens qui prennent conscience de plus en plus, donc c'est intéressant de aussi les mettre à l'honneur. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, au fond du fond, en fait, le plus important pour traverser ses vies, c'est d'être heureux quand même. Si on se dit, mais en fait, je loupe ça, je suis en train de flinguer mon présent et en plus mon futur, les 100 000 heures, autant faire une grande sieste de 100 000 heures, quoi. Je pense qu'on commence à se le dire un peu fort. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Désormais, j'ai des questions qui sont un peu plus du coup concrètes et je vais commencer par vraiment le truc qui va mettre un peu tout le monde pas super fort, non, c'est pas une super question, parce que c'est un constat en fait que la situation elle est assez compliquée en ce moment au niveau économique, politique aussi. On a une crise démocratique, on s'en rend tous compte, je pense. Ce qui fait que les projets écologiques, la recherche, voire l'innovation en général, ils sont assez mis de côté. En tout cas, l'État, il n'y a plus de subventions. Enfin, c'est extrêmement chaud pour nous tous. Quelle solution selon toi? C'est bien quand il y a des questions faciles comme ça. Moi, ça me... En fait, ce que moi je vois sur le terrain, alors oui, c'est sûr que c'est super dur. Il y a une période difficile, mais en même temps, on a eu une prise de conscience avec le Covid, et puis là, on revient presque à l'état normal des choses. Déjà, ça nous force à être de bons entrepreneurs, à nous poser des vraies questions, à construire des modèles robustes, et à pas surfer sur des tendances ou des moments de société qui finalement ne nous rendent pas vraiment robustes et ne nous font pas faire l'exercice correctement. Moi, pour être très honnête, je pense que là, je vais parler de la France parce que je ne connais pas bien non plus l'international. Je parle un peu avec des investisseurs récemment à Singapour, au Luxembourg un petit peu, mais c'est assez fou. Ils nous disent, vous êtes en train de vous tiers-mondiser. Très clairement, moi j'ai des investisseurs à Singapour récemment qui ont dit, on n'investit plus en France, c'est fini, parce que vous devenez le tiers-monde. C'était les mots qu'ils m'ont utilisés. Donc juste pour la violence de ce qui se passe, maintenant il faut être un peu lucide. C'est vrai qu'on est dans une situation complexe, mais je crois que précisément, la raison pour laquelle on est dans une situation complexe, c'est qu'on essaye de gagner dans le monde d'aujourd'hui. Mais on ne peut plus gagner dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas les armes. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'IA, c'est l'hyperconsommation, c'est la fast fashion, c'est tout ce qu'on vient de dire qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Mais essayons donc de préparer le monde de demain, en fait, et de gagner dans le monde de demain et de prendre de l'avance. Parce que je trouve que, par exemple, là, on est à fond dans la course à l'IA, la France. Ouais, il faut être la 3e puissance d'IA, machin. On va tout mettre dans l'IA, on met des centaines de milliards, enfin, littéralement 100 milliards. Mais on n'est pas souverain et indépendant énergétiquement. Donc ça n'a aucun sens. Enfin, si demain on est les champions de l'IA et qu'on ne maîtrise pas l'énergie, à un moment les mecs ils vont couper le bouton de l'énergie et puis on ne sera plus les champions de rien du tout. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on remette les choses dans l'ordre. Et je pense qu'on devrait réfléchir à partir de justement ce qui fait notre force. On est un pays et un continent de long terme. On sait penser loin, contrairement aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont là depuis 300 ans, même pas. Ils sont en train de découvrir les choses, mais nous, on a un peu plus de recul et on devrait utiliser ça et en faire une force plutôt que d'essayer de batailler dans cette course qu'on a déjà perdue. Je veux dire, même sur la partie électrification à grande échelle, même sur la partie énergie renouvelable. Bon, c'est plié, le jeu il est fait. Voilà, c'est l'Asie et la Chine principalement. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'ils tirent l'agenda mondial. Enfin, très clairement, ils ont investi plus que tous les pays de l'OCDE
sur la dernière année et il représente 2 fois plus de gens que les États-Unis et l'Europe cumulés. Donc l'agenda mondial, il est tiré par eux. Et tant mieux, d'une certaine manière. Mais où est-ce que nous, on a une vraie valeur ajoutée? Où est-ce qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu? Ben moi, je crois que c'est justement en étant pionnier sur les modèles d'affaires, en réfléchissant aux structures de demain, au modèle économique du monde de demain, à ce qui peut être robuste et pérenne dans la compréhension qu'on a des enjeux. Je crois qu'on est vraiment le continent le plus avancé sur la compréhension des enjeux. Et c'est dommage parce qu'on est en dissonance absolue. On essaye de courir derrière, allez, il faut qu'on reste des leaders de, je sais pas quoi, l'IA du machin avec ce qui est déjà un jeu perdu. Alors qu'on a compris des trucs et qu'on a vachement d'avance. Et en plus, on a des talents extraordinaires. Donc pour moi, il faut qu'on essaye de gagner sur ce terrain du monde de demain plutôt que d'essayer de batailler dans le monde d'aujourd'hui. Alors ça veut dire que c'est pas drôle pendant un petit moment parce qu'on va avoir un moment où on va pas profiter de la vague ou de l'hypercroissance que certains peuvent trouver ailleurs. Mais si ça nous permet d'être malins, de construire demain et d'avoir des modèles pérennes après, je pense que c'est là qu'on a une carte à jouer. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et je pense que, voilà, vous êtes tous entrepreneurs, vous savez ce que c'est, mais quand on est dans des difficultés, c'est là aussi qu'on est créatif. En fait, la contrainte, c'est ce qui nous fait entreprendre correctement, encore une fois. Donc, moi, je le vois quand même comme une opportunité. C'est un peu dur, mais voilà, on le sait tous. De toute façon, c'est 9 baffes pour un succès. Voilà, la stat, elle est connue, on l'a en tête, et puis après, on y va. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette dans cette dynamique maintenant, en France et en Europe, de se dire, construisons nos modèles de long terme, parce qu'on le sait qu'à un moment, tout ça là, ça ne va pas tenir non plus 100 ans. Ça va tenir quelques décennies peut-être. Mais de toute façon, nous, on ne pourra pas bénéficier de ces quelques décennies. On n'est pas souverain, on n'a pas notre énergie, on n'a pas de pétrole. Donc, il faut qu'on réfléchisse maintenant. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il ne faudra pas viser d'être le prochain Apple avec ça. Mais par contre, on pourra peut-être être la boîte qui va durer 150 ans parce que le modèle est vraiment robuste, qui est vraiment aligné, où on se lève le matin, on est content de faire ce qu'on fait et où on est vraiment heureux, quoi. Et donc, moi, je crois à ça. Et je crois que le projet de société maintenant, c'est pas la transition écologique, mais c'est le bonheur. C'est réussir à recréer des activités professionnelles, des activités du quotidien en tant qu'humain. Parce que je parle pas aux professionnels, là, moi, je parle aux humains qui nous rendent heureux, quoi. Et je crois qu'on peut être très fort. On est quand même le pays des Lumières, hein. Les Lumières, c'était la même situation. C'était le chaos de l'information. Voilà, tout le monde se divise. C'était les fake news de l'époque. C'était l'obscurantisme. Enfin, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, hein. Et les mecs ont dit, il faut remettre de la lumière. Il faut ramener la connaissance. C'est ça, hein, qui s'est passé avec les Lumières. Et c'est chouette, quoi. Enfin, on peut être fier de ça. Il faut qu'on le refasse. On peut refaire ça. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une crise majeure, derrière, il y a un truc qui se passe. La peste noire, c'est pas fun, hein. Et ben derrière, il y a la Renaissance. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, pour moi, on est un peu dans un moment comme ça, mais je le trouve assez excitant. Et je me dis qu'il faut aussi qu'on soit fier d'être dans ce moment et qu'on se rende compte qu'on a la chance d'être cette génération qui est en train de vivre un truc assez fou, quoi, dans l'histoire humaine. Enfin, on a sorti de terre 300 millions d'années de production d'énergie, pétrole, charbon, gaz, en 100 ans. Et là, ça va être fini. Donc là, il va falloir réagir fort, quoi. Mais c'est cool aussi de se dire, là, on a un vrai challenge, quoi. Je m'arrête parce que sinon on va faire 15 heures de... Non, mais merci, c'est un message d'espoir au final que tu donnes dans un monde compliqué. Mais en fait, il faut juste espérer que la boîte de Pandore, à la fin, ce qu'il y a dedans, ce qui reste, c'est l'espoir. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être dans l'espoir naïf, hein, parce que je suis au quotidien, tu vois, je parle justement avec beaucoup de politiques nationaux, enfin beaucoup, depuis 1 an, j'ai été dans des échanges, même one-to-one avec des politiques nationaux le soir, en exercice, ministre de la Transition et autres. Je vois tous les blocages structurels, je vois la complexité, hein, du monde dans lequel on est, et pareil avec les grands investisseurs, je vois bien comment ils fonctionnent, je vois bien comment ils choisissent du monde dans lequel on va vivre demain. Mais l'espoir n'est pas forcément naïf. Moi, je pense vraiment, plus j'avance dans ce sens, plus je comprends qu'on n'est pas du tout condamné. En fait, moi, la bonne nouvelle que j'ai, c'est que ce n'est pas l'humain le problème. En fait, je suis absolument convaincu aujourd'hui, et on l'entend beaucoup, c'est l'humain, on est comme ça, on est une anomalie génétique. Voilà, on va s'autodétruire, on va foutre le bordel, et puis après la Terre, elle va continuer. En fait, moi, j'y crois plus à ça. Je pense vraiment que ce n'est pas l'humain le problème et qu'on n'est pas condamné à être le virus. Je pense qu'on peut être le système immunitaire. On est une espèce ingénieure, nous, hein, comme le castor, hein. Notre intérêt pour les écosystèmes, c'est qu'on les manipule, à la base. Sauf qu'on est parti un peu en live, on est un peu trop nombreux et on a un peu trop d'énergie. Mais on peut devenir le système immunitaire à partir du moment où on change un truc, c'est la matrice économique. Parce qu'en fait, la matrice économique dans laquelle on est aujourd'hui, elle est complètement obsolète. Et elle est foireuse par définition, parce qu'en fait, on ne compte que ce qu'on transforme et que ce qu'on extrait. Donc, très concrètement, si vous prenez un arbre aujourd'hui, la seule façon dans le système de comptabilité et la valorisation économique humaine que cet arbre vaille quelque chose, c'est de le raser, d'en faire des planches, puis après de les vendre. Parce que l'arbre sur pied qui dépollue les sols, qui produit de l'eau, qui fait de l'oxygène, etc., il vaut 0 dans la matrice économique des humains.
C'est quand même complètement fou. Il faut quand même qu'on prenne du recul sur ça. Et nous, on bataille tous dans cette matrice en se disant, mais pourquoi on flingue tout? En fait, c'est écrit. On a organisé notre matrice économique. On ne peut rien faire d'autre que tout flinguer, puisque la seule chose qui a de la valeur, c'est de détruire et de transformer. Préserver n'a pas de valeur. Donc on bricole avec des assos, de la philanthropie, et puis on a 2000 fois moins de moyens pour essayer de préserver. C'est complètement fou. Il n'y a aucune espèce qui raisonne comme ça. C'est comme si nous, on arrive sur une île déserte, on est des naufragés, tous les autres animaux, ils vont se dire, bon, les arbres fruitiers, on les laisse bien en forme, quand même, comme ça on cueille des fruits régulièrement. Nous, on coupe tout, on fait un grand feu, on dit, ouais, enfin voilà, l'humain est quand même bizarre. Et bien ça, c'est notre matrice. Mais si on change la matrice et qu'on dit, demain, on prend en compte la valeur des services écosystémiques, comme ça aurait toujours dû être le cas. Donc on arrête de faire des maths avec juste les nombres positifs, et maintenant on rajoute les nombres négatifs. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut que les calculs soient justes, il nous manque la moitié des données dans le système économique. Et on dit, maintenant, la valeur des services écosystémiques, elle est réellement intégrée. Donc là, on fait une expérience de pensée tous ensemble, mais c'est pour que vous compreniez où je vais. Mais si on crée une banque centrale de la nature, c'est une institution voilà, internationale, et elle dit, moi je vais injecter en argent sonnant et trébuchant dans l'économie, tous les ans, la valeur des services écosystémiques. L'avantage, c'est que maintenant, on sait les calculer, en plus avec l'IA. L'Angleterre, par exemple, ils savent qu'ils ont 1200 milliards de services écosystémiques, de travail écosystémique chaque année, grâce à leurs écosystèmes. On l'injecte, et bien tout à coup, on refait basculer toutes les cartes, en fait. L'humain se réorganise avec tous les outils qu'on a déjà, avec toutes les structures et même les lois du marché, pour préserver et puis continuer de répondre à ses besoins. Bien sûr, on va continuer de répondre à nos besoins, mais on n'aura pas que la destruction pour répondre à nos besoins, on aura aussi la préservation pour répondre à nos besoins à long terme. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est de se rendre compte qu'on a tous les outils, mais que la matrice économique n'est juste pas pensée pour que ces outils nous permettent de perdurer. Et moi, maintenant, je suis absolument convaincu que si on travaille sur ces modèles d'affaires, sur la matrice économique, si on arrive à faire switcher ça, ça va prendre du temps, hein. En fait, l'humain, il n'est pas du tout condamné à être un destructeur qui pullule et qui fait toujours pire, quoi. Et j'en suis vraiment convaincu. Donc voilà, c'était une longue réponse, mais Non, ça donne mon idée. C'est très bien, merci beaucoup. Mais ce que tu dis, c'est quand même dantesque, en fait. C'est-à-dire, en fait, de casser un système sur lequel on travaille depuis des centaines d'années maintenant. Le capitalisme, il est apparu, je pense, au 19e siècle. En tout cas, il a avancé comme ça. Comment un entrepreneur seul peut réinventer un modèle économique, en fait, quand on ne veut plus jouer le jeu de la croissance infinie, quand on veut avoir vraiment respecté le vivant, intégrer des formes d'innovation plus sobres et plus durables? Qu'est-ce qui fait un entrepreneur? Alors, un entrepreneur seul, il ne fait rien, vraiment. On va être très transparent. Je pense que justement, la force du truc, c'est de jouer collectif. Encore une fois, c'est ce qui marche bien. Moi, je pense qu'il faut faire la démonstration de ce qu'on veut voir dans le monde à notre échelle. C'est toujours la même chose. Enfin, on peut en revenir aux humains. Et puis, il y a des millions de mecs qui l'ont dit avant moi. Enfin, soit le changement que tu veux voir dans le monde, voilà, j'invente pas ça. Mais je crois vraiment que c'est ça qui change les choses pour de vrai. Moi, j'aime bien, j'ai un de mes associés qui dit toujours, quand il arrive en retard, il dit « j'ai contribué à un bouchon ». Parce qu'en fait, c'est vrai. Nous, les humains, on dit « ah, putain, je t'ai pris dans un bouchon, ça fait chier ». Ben non, t'étais une voiture dans le bouchon, en fait. Donc, tant que tu as contribué au bouchon, tu fais partie de ce problème. Donc, tu ne peux pas te plaindre des conséquences du problème, en fait. Et donc, maintenant, il vient en vélo pour ne plus contribuer au bouchon. Et en fait, je pense que c'est la seule façon de changer les choses. C'est de se transformer, nous et notre petite organisation. En fait, si on se concentre sur nous, il y a un moment où, si on arrive à faire un truc où on est plus heureux, on est plus aligné, où ça fonctionne mieux pour nous, où on sort un peu de cette roue du hamster épuisante, où tout le monde est aliéné, les gens ne touchent pas terre, ils ne voient pas leurs enfants. Je veux dire, ça veut dire quoi en fait ça? Une vie, on ne peut pas voir ses enfants. Si on arrive à sortir de ça et à dire maintenant, moi j'ai un équilibre qui est meilleur, je suis en meilleure santé, je prends soin de moi, je vois mes enfants, et en même temps, je suis heureux de ce que je fais au quotidien, ça m'excite de me lever le matin pour le faire. Je pense qu'on change plus le monde qu'à essayer de faire des grands discours et à essayer de faire des grands trucs et à dire aux gens, il faut tous que vous changiez. Donc moi, je crois qu'à ça, et c'est pour ça que j'essaye de m'aligner personnellement dans mon truc. Et encore une fois, moi, je le vois aujourd'hui et je pense qu'on est nombreux à partager ça. Ce qui m'inspire vraiment, c'est quelqu'un qui est fondamentalement heureux. Quelqu'un que je regarde dans le fond de l'œil et je me dis, oui, non, c'est vrai, en fait, cette personne est sincèrement heureuse. Plus que quelqu'un qui est milliardaire, qui est hyper connu, qui est je sais pas quoi. Et je crois que la meilleure façon de changer le monde, c'est de sincèrement chercher à être heureux. Donc se poser la question, qu'est-ce qui fait mon bonheur? Et je le développe dans le livre, mais en gros, faut pas confondre plaisir et bonheur. Faut pas se tromper de bonheur. Et moi, c'est ce que j'ai appris, mais ça m'a pris du temps. En fait, chez Thriller, on avait des addictologues. Donc c'est des gens qui sont censés vous aider à sortir de vos addictions. Et nous, ils étaient payés une blinde par un mec, d'ailleurs, le mec qui s'occupait de l'ensemble de ce pool, il s'appelait Dr Payne. C'est pas une blague, juste pour vous dire. Ce monde était parallèle. Mais j'aurais dû l'écrire dans le livre, ça. Mais donc, ces addictologues, leur métier,
c'était de rendre addict. Donc voilà, ils étaient là pour ça, les mecs. Ils faisaient l'inverse de ce pourquoi ils avaient fait des études. Et donc, ils étaient payés pour faire en sorte qu'il y ait de la sécrétion de dopamine maximale sur les utilisateurs de thrillers. Et donc, moi, je discutais souvent avec ces mecs parce que ça me fascinait. Et c'est fou à quel point on sait prendre notre cerveau à son propre jeu parce qu'eux, ils étaient addicts. Ils n'arrivaient pas à sortir des mécaniques qu'ils avaient créées. Donc, ils savaient ce qu'ils avaient fait, ils comprenaient, mais ils n'en sortaient pas. Donc, c'est complètement fou. Et ça, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone donc qu'on sécrète en permanence, mais c'est sur de la récompense immédiate. Et la dopamine, le truc très pervers, c'est qu'il faut toujours augmenter les doses. Donc on est toujours obligé d'augmenter les doses si on veut retrouver le même état de satisfaction, et ça dure très peu de temps. C'est juste un pic. Et en face de ça, il y a la sérotonine. Et la sérotonine, elle, c'est l'hormone du bonheur. Mais ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas un truc qu'on va ressentir très fort d'un seul coup. En fait, c'est un peu comme quand on essaye de se réaligner avec sa boîte. C'est pas excitant, on n'est pas en train de faire une levée de fonds de zinzin avec un enjeu de fou, et on va pas se dire ouais, ça va passer, ça va pas passer. Non, bon, c'est un peu tous les jours, bon, c'est un peu dur, on avance, on ne sait pas trop. Mais en fait, la sérotonine, c'est une hormone qui touche au contentement. Et ça, c'est un état stable, profond, qui augmente doucement. Sauf que si vous le faites doubler ou tripler sur 5 ou 10 ans, la différence, elle est monstrueuse. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus robuste, beaucoup plus résilient, beaucoup plus aligné au quotidien. Et donc, il faut viser la sérotonine, il ne faut pas viser la dopamine. Et je pense que c'est ça le truc qui change les choses, c'est d'arriver à faire ce switch, d'aller sur la sérotonine et plus le bonheur. Parce que les gens qui sont comme ça, dans leur organisation et dans leur quotidien, je pense qu'ils changent vraiment le monde. Parce qu'ils ne vont pas changer d'avis tous les 2 jours, ils vont être dans leur ligne directrice, ils savent pourquoi ils le font, et en fait, ça questionne quand même autour d'eux. Donc voilà, moi je crois qu'on change le monde en se changeant soi, et on se change soi avec des choses faciles. C'est faisable de se changer soi. Voilà, c'est tout. Bah, merci beaucoup. Donc si vous cherchez de la drogue, sérotonine, voilà, on évite le reste. J'ai lu dans ton bouquin que pour toi, une de tes sources de bonheur, c'était la reconnexion au vivant et à la nature. Oui. Et donc, pour avoir un exemple concret sur comment le faire au quotidien, comment la mettre en place dans une entreprise, la reconnexion au vivant, par exemple. Un exemple concret. Ouais, il y a plein de choses. Oui, moi je crois qu'une des grosses raisons de notre malheur, du fait que l'humain va pas très bien quand même, et c'est là encore les consommations d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, là justement j'ai mis une slide dans la dernière conférence qu'on a donnée, c'est hallucinant. Regardez en Europe, mais vous allez halluciner. En 20 ans, c'est monstrueux, mais ça a fait x10 quoi. C'est juste pas un super signal quoi. Et donc je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'on s'est rendu hermétique à notre environnement naturel. Je veux dire, il n'y a aucun animal qui s'enferme dans des murs en béton, qui vit derrière des écrans et qui n'a plus de contact avec son environnement naturel. Nous, à la base, on a fait 300 000 ans dans la nature. Là, ça fait quelques centaines d'années qu'on est dans des murs en béton et qu'on ne voit plus la nature. Alors vous, ici, ça va, vous n'êtes pas trop mal. Mais la plupart des humains ne sont plus connectés au vivant. Et je pense que c'est juste biologiquement anormal, en fait. Et il y a un super documentaire qui s'appelle Natura, qui en parle très bien, qui explique que les taux de dépression, de schizophrénie, etc. explosent dans les villes. Parce que justement, on n'est plus connecté à notre environnement naturel. Mais en fait, on a l'impression de réinventer le feu. Mais littéralement, l'humain aujourd'hui, si je devais caricaturer, c'est un peu un poisson qui est sorti de l'eau, qui porte des bouteilles d'oxygène mais remplies d'eau compressée et qui dit moi l'océan, c'est pas trop mon truc quoi. Il faut quand même qu'on comprenne qu'on a besoin de cet environnement. Et donc, je pense que pour l'intégrer dans une entreprise, c'est pas évident parce que déjà, on est tous embarqués dans ce délire un peu fou de l'humain. Mais déjà, si on peut réussir à mettre un peu ses salariés au vert régulièrement, faire les séminaires un peu au vert pour de vrai, pour reprendre contact avec des temps de réflexion où on est justement dans notre environnement naturel. Il y a plein de choses qu'on ne doit pas encore bien expliquer, mais qui vont sûrement nous faire du bien. Par exemple, on commence les phytoncides au Japon, donc les particules que les arbres sécrètent, qui font baisser, qui augmentent notre système immunitaire et qui baissent le stress. Ça, maintenant, c'est documenté. Mais il y a plein de choses. Le lien à la nature, ça nous aidera. Et pour un séminaire, c'est très utile. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et il faut réussir à montrer à ses salariés, ses collaborateurs, ses actionnaires, comment on est lié et dépendant à la nature. Et donc, par exemple, qui ici se dit « ce jean a poussé dans un champ ?» je veux dire, il n'y a plus personne qui se dit « mon jean, il a poussé dans un champ ». Bah si, mon jean, il a poussé dans un champ. En fait, peut-être essayer de se rappeler, de reprendre sa chaîne de valeur et de dire « voilà les éléments naturels dont on dépend ». Et voilà en quoi ces éléments naturels sont mis à mal. Moi, j'ai eu une copine pendant longtemps qui était chocolatière. Le cacao, je peux vous assurer que le changement climatique, elle sait ce que ça fait, parce qu'elle prenait des plus 400% sur le prix du chocolat, du cacao, à cause du dérèglement climatique. Et elle était très connectée au fait qu'elle a une réalité dans la nature. Et je pense que beaucoup d'entreprises, et surtout dans le secondaire et le tertiaire, ont du mal à faire ce lien, mais que c'est un premier pas que je trouverais vraiment utile d'essayer de remontrer la chaîne à tout le monde, dire « nous, on dépend de ça ».
on dépend de ces écosystèmes-là. S'ils sont flingués, notre boîte, elle est morte. Votre travail, il est mort. Vous êtes au chômage. Ça permet quand même de se dire, OK, je dépends de la nature. Oui, on a mis des intermédiaires. Oui, maintenant, il y a des murs en béton autour de nous, mais on dépend quand même encore de la nature. Si on flingue la nature, on va le voir très vite, nos murs en béton et nos écrans, ça ne va pas nous aider. Et donc ça, recréer ce lien, ce contact clair, je pense qu'on peut commencer à le faire simplement dans les entreprises en retraçant la chaîne de valeur. Et après, oui, réapprendre à s'émerveiller, purée, c'est quand même pas possible. On ne peut pas traverser ses vies et passer à côté de ça. La nature, c'est une source de joie monstrueuse si on sait la regarder, si on sait être là, si on réapprend à s'émerveiller. Nous, on est là, on passe devant la vue, on dit c'est joli. Mais non, il faut s'arrêter. Et j'en parlais récemment sur une petite vidéo justement où je disais il faut qu'on visite la nature comme on visite un musée en fait. C'est marrant, on s'est mis en disposition de s'arrêter devant des œuvres dans des lieux fermés qu'on appelle des musées et de dire qu'est-ce qu'elle me fait cette œuvre. Mais on ne fait plus ça devant les œuvres que la nature a créées. Elle a mis des millions d'années à faire des trucs extraordinaires qui sont faits pour nous apporter du bien-être et on ne s'arrête plus devant. Et donc je pense vraiment qu'il faut qu'on réapprenne ça aussi. Et on peut avoir une culture dans l'entreprise qui est tournée vers ça aussi. Je pense que l'entreprise, c'est un bon vecteur pour que les gens se posent des questions. Et on a un rôle par l'entrepreneuriat et par l'entreprise, un petit rôle éducationnel aussi qu'on peut amener. Et je crois que des gens qui sont en capacité de s'émerveiller, de prendre du recul, de se remettre à l'échelle du monde, c'est des gens qui ont des meilleures idées, c'est des gens qui sont plus motivés, c'est des gens qui peuvent être très créatifs pour l'entreprise, c'est des gens qui peuvent penser long terme, et donc c'est des super salariés aussi, quoi. Merci beaucoup. Moi, je te dis. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en plus, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ici entendent, parce qu'on est quand même un territoire avec beaucoup d'industriels, des industriels liés au parfum. Donc forcément, on dépend beaucoup des matières premières qui sont souvent à l'étranger, donc sujet au dérèglement climatique. Je vais encore vous solliciter. Et oui, vous travaillez. Normalement, à l'entrée, on vous a donné un petit papier. Est-ce que vous avez été bon élève et vous l'avez gardé ? Oui, je vois quelqu'un qui me le montre fièrement. Audrey, je suis fière de toi. Est-ce que vous avez également vos stylos ? Oh, ah, bref, voilà. Il y a des copines qui ont 2 stylos. Ça, c'est bien. Alors, ce que je vais vous demander, ça va être de remplir ce petit papier. Vous allez voir, ça va nous servir pour après. Mais là, maintenant, tout de suite, je voudrais vous demander que vous preniez quelques secondes. Malheureusement, on ne peut pas s'émerveiller devant un arbre, donc je vais juste en vous-même. Comment ? Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir en plus. Bête. Ouais. Non, mais en plus, ça n'a rien à voir. Donc. Et en fait, je voudrais que vous notiez sur votre carte une action concrète que vous voulez mettre en place pour rendre votre entreprise plus vivante, plus juste, plus sobre dans l'année qui arrive. Donc, c'est en fait un engagement que vous prenez justement avec tout ce qu'on s'est dit pour faire en sorte que votre entreprise elle soit plus vivante, plus juste, plus sobre dans l'année qui arrive. Et je vous laisse. Après, elle peut être aussi plus joyeuse. Vous pouvez faire le choix aussi de faire en sorte que vos salariés ils soient heureux. Plus excitante. Moi, je pense que c'est ça le sujet. Comment est-ce qu'on rend son entreprise plus excitante en restant aligné ? C'est vrai, c'est super important. Donc voilà, donc une action concrète que vous allez mettre en place cette année, en 2026. Ah, c'est pas facile. Acheter un chien du nom de l'entreprise et le promener tous les jours. Ça rend les humains sont très heureux avec ça. On va avoir une explosion de chiens grâce. Ça fera pas vraiment la différence. Faut se mentir. Bon, vous pouvez pas voler celle-là, ça c'est celle d'Arthur. Moi j'ai pas de stylo de toute façon, donc c'est bien. Tu pourras le remplir après. Non, je fais l'exercice mental en même temps. Ok, ça marche. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son action concrète ? Un volontaire, un courageux ou une courageuse ? Marité. Vous connaissez les prénoms de tout le monde dans ce club, c'est impressionnant. Bonjour, je me présente, je fais partie du syndicat des industriels des parfums de la Rennes. On se connaît bien avec le club de travail. Enchanté. Enchanté, Arthur, et merci pour le témoignage, qui est inspirant. Moi, tout simplement, on a créé un jardin de parfums à Croix-d'Arôme. J'aimerais bien que plein de gens puissent collaborer sur ce parfum. Trop bien. Donc, je vous invite tous à venir en profiter. Super. Merci Marité. Merci.
Une autre courageuse, un autre courageux. Ah, ici. Tu l'as vu? Non, j'ai pas le prénom, navré. Pardon. Ah ouais, c'est chaud, hein. Je croyais que tu les avais tous. Moi, les Pardon, prénoms. désolée. Caroline. Bonjour Caroline. Pardon, ça fait un peu... Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille, j'ai 2 casquettes. Je travaille pour une banque depuis 20 ans qui est concurrente mutuelle, c'est Banque à Mission depuis quelques années. Et pour autant, j'avais quand même l'impression d'être dans la et j'ai envie vraiment de lancer un truc pour moi. Et le côté nature me parlait à fond. Donc je lance ma création d'activité en ce moment. Donc, je suis en stade de projet encore. Mais l'idée, c'est que je me suis formée au coaching pro pour aller accompagner l'humain au changement dans l'entreprise. Et je fais le lien avec la nature, puisque j'aime être plus dehors que dans mon bureau devant mon écran. Et du coup, j'aime la voile, j'aime le cheval depuis 20 ans, et j'aime la rando. Et je trouve qu'on a une région magnifique. Et je pense que les entreprises auraient tout bénéfice à inviter leurs équipes aussi de temps en temps à l'extérieur pour reprendre du souffle dans leur vision, dans leur stratégie, dans leur plan d'action. Et voilà, c'est mon projet. Ouais, bah bravo. Merci très chouette, beaucoup, et je suis complètement en Caroline. phase. J'ai une amie qui est psychologue. Moi, j'habite à Samoin, voilà, entre Genève et Chamonix. C'est une petite station village de ski. Et elle s'est mise à faire des consultations dehors, tout le temps, même quand il pleut. Et elle s'est dit, les gens, ça va les saouler. Et elle ne sait plus, elle ne peut plus prendre les gens, tellement il y a de gens qui viennent la voir pour ça. Et je crois que ça a guéri autant les gens d'aller marcher tranquille dehors avec elle que les consultations. Et elle est beaucoup mieux. Merci beaucoup à celles et ceux qui sont intervenus. Donc, notez bien, remplissez bien cette fiche avec le nom, avec donc votre nom, votre entreprise et votre engagement. Ça vous sera utile après encore. C'est vraiment, tout est lié. Voilà. De toute façon, et également, donc, avec les témoignages que vous allez entendre de nos super entrepreneurs, on va avoir aussi droit à de belles actions. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, il y en aura encore plein. Moi, je voudrais maintenant passer un peu à des questions prospectives, parce que, voilà, c'est tout. En fait, je n'ai pas à donner de justification, c'est tout. Bon, on a parlé du coup de cette situation un peu compliquée, et donc de comment la France pourrait tirer son épingle du jeu à ce moment-là en étant dans l'économie de demain, parce qu'on ne peut pas rivaliser maintenant avec les États-Unis et la Chine. Comment toi tu vois la situation on va dire dans 10 ans, comment tu vois la situation géopolitique en France mais le mieux, c'est-à-dire rêvons un peu. Pas rêvons, soyons optimistes et joyeux. Oui, bien sûr, tu as raison. Je pense que de toute façon, c'est ce que je dis aussi dans le livre, le fatalisme ne sert à rien. C'est non stratégique à tous les étages, puisqu'en fait, on abandonne avant même d'avoir tenté un truc dès qu'on est fataliste, donc c'est autoprophétique. On est sûr de finir dans la merde. Elle est chaude, hein, la question quand même, là, vraiment, oui. Parce que je peux pas ça ne me met pas dans c'est une posture de grande humilité de pouvoir amener des questions comme ça. Moi, mon rêve, très honnêtement, ce serait qu'on arrive à avoir justement une forme de regen nation, d'être plutôt que dans la startup nation, de la croissance absolue, qu'on ait réussi à recréer une culture de l'entrepreneuriat différent et qu'on se serve justement de la situation qui est compliquée pour se dire, bon, de toute façon, on est hors de la course, allons-y avec nos atouts et ce qu'on sait faire. Et qu'on ait une vraie culture de l'entrepreneuriat autrement et qu'on démontre à moyen terme ou à quelques décennies qu'on arrive à restabiliser notre économie. Alors peut-être qu'on ne sera pas dans une économie de l'hypercroissance et qu'on ne va pas chercher la compétition internationale comme c'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, on peut avoir un pays qui est stable, qui peut se stabiliser géopolitiquement, qui peut compter sur des communs qui sont solides et sur une culture de l'entrepreneuriat long terme. Moi, j'adorerais voir ça. Je trouverais ça beaucoup plus sexy que d'avoir des licornes, je ne sais pas quoi, qu'on aura oublié dans 3 ans. Donc moi, c'est un peu ça le rêve. Si on devait me dire comment est-ce qu'on se projette demain avec la casquette entrepreneuriale, j'adorerais voir ça. En fait, je trouverais ça incroyable qu'on arrive à créer un nouveau tissu d'entraide, parce qu'on a quand même des ressources, on peut faire quand même plein de choses, qui est beaucoup plus organisé pour être dans le long terme et qui pense le long terme. Et je pense qu'on peut vraiment être des pionniers de ça et de l'économie du monde de demain. Donc voilà, c'est un peu ça Si vraiment je dois me projeter en termes de prospective, je ne sais pas si c'est de la prospective, mais en tout cas en termes de ce que j'aimerais, oui, ça ressemble à ça, quoi. Okay. C'est super, merci beaucoup, très bonne question. J'ai une autre question qui est du coup pas forcément
sur l'entrepreneuriat, c'est plus au niveau sociétal, social. Si tu devais parier sur une grande bascule qui devait arriver dans ces prochaines années, ou si tu aimerais qu'elle arrive aussi, parce que voilà, ce serait laquelle? Ouais, non, mais je pose pas des questions faciles, de toute façon, c'est pas... C'est bien, on a dit le challenge est fertile. En fait, moi, je pense que psychologiquement, c'est délicieux de passer du pire en pire au mieux en mieux. Peu importe où est le point bas. En fait, on va le trouver le point bas à un moment, mais même si ça recommence à partir dans le sens du mieux en mieux, c'est ça la grande bascule que je veux, moi. C'est qu'on se dise, on a arrêté de creuser la tombe là, on est reparti dans l'autre sens. Et même si on est très bas et qu'on est dans la boue, du moment qu'on repart dans l'autre sens, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc moi, la grande bascule que je souhaite, c'est justement qu'on arrive à un peu sentir qu'on a réussi à inverser et qu'on repart dans l'autre sens. Mais en fait, on la voit à plein d'égards. Quand on regarde l'humanité dans son ensemble, je trouve qu'il se passe plein de trucs hyper intéressants. Déjà, sur plein de choses, mais par exemple la santé mentale, c'est un truc à part, mais la santé mentale, on s'en est jamais autant occupé. Ça devient un vrai sujet. Alors oui, parce qu'on touche un peu le fond probablement, mais en fait, ça y est, on arrête de dire on s'en fout, c'est pour les fous. Les gens s'en occupent, il y a un vrai questionnement sur la santé mentale et je trouve que l'humanité progresse vraiment. Il y a vraiment des choses à… En tout cas, je trouve que l'humanité avance de ce côté-là. Pareil, ça peut être un peu lointain, mais même sur notre rapport un peu spirituel au monde, sans parler de religion, mais voilà, justement prendre un peu du recul sur le fait qu'on ne sait pas tout, qu'on ne comprend pas tout de la nature de son fonctionnement, de ce qui se passe. Voilà, il y a plein de mystères qui nous entourent, la vie c'est du mystère. Mais en fait, je trouve qu'on prend aussi du recul maintenant, les humains, et qu'on s'ouvre à ces questions, et je trouve ça assez beau. Et je vois ça à plein d'endroits. Et donc je me dis, moi la grande bascule que j'attends, c'est justement cette bascule de passer de virus à système immunitaire, passer de vulgaire exploitant à gardien. Même si on ne sera pas parfait, mais si c'est dans l'approche et si c'est la majorité qui prend ce pli-là, je pense que moi, je pourrais mourir en paix. Si je vois ça honnêtement, si dans mes vieux jours, je vois l'humain arriver à faire ce switch et à dire on arrête d'être maître et possesseur de la nature, ce qui est aujourd'hui le framework pour nous, et on passe gardien. Et si on voit qu'une majorité des gens commencent à s'entendre sur ça, que nos organisations se réfléchissent dans ce sens, même si on n'a pas tous les résultats tout de suite, si je vois ce switch, moi vraiment, je vais me dire ok, j'étais dans la meilleure génération. Donc voilà, c'est ça que j'attends et que j'espère et auquel j'essaie de contribuer un peu, quoi. Merci beaucoup. Et pour appuyer sur justement des super initiatives ou la société qui avance en général, est-ce que tu peux nous partager quelques pépites que Team for the Planet a accompagnées? Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment super niveau innovation. Ouais, carrément, avec plaisir. Donc ouais, comme je disais, on a 14 premiers projets. Moi, il y en a un que je trouve vraiment fou et j'espère qu'il va aller assez loin. J'en discutais un petit peu tout à l'heure avec Olivier, qui est venu me chercher à la gare très gentiment. Nous, on a une de nos boîtes qui s'appelle Monomeris Chemical. Et en fait, c'est des ingénieurs, c'est des chimistes qui ont trouvé une façon de casser le cycle du plastique à usage unique. Donc en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler du recyclage chimique. Mais grosso modo, ils ont fait, donc c'est des différents sels qui mélangent, qui montent à 500 degrés. C'est une solution ionique, voilà, pour le jargon. Et on peut mettre tous les plastiques mélangés dedans. Aujourd'hui, le plastique, c'est plusieurs pourcents du réchauffement climatique mondial. Ça fait énormément de CO2, ça vient de la pétrochimie. On ne le sait pas, mais il n'y a que 9% du plastique dans le monde qui est recyclé. Tout le reste, c'est enfoui ou incinéré. Alors nous, ça va, en France, on est un peu mieux, mais on en parlait justement tout à l'heure, on n'est encore pas tant mieux que ça. Et c'est une catastrophe. On le sait, il y en a dans le placenta des femmes enceintes, en haut des plus hautes montagnes, au fond des fosses marines. Le plastique, il y en a de partout. Et donc là, ils arrivent à dire, on transforme le plastique en autre chose. Donc en gros, vous arrivez à repasser les plastiques, donc les polymères, en monomères. Et donc avec les monomères, on fait d'autres produits que du plastique. Donc par exemple, ils font des Doliprane, ils font des engrais, ils font des composants pour du maquillage. En fait, on ramène à une échelle monomère. Et donc, du coup, ça peut être des choses comme de l'éthylène, ça peut être de l'hydrogène. En fait, les monomères, c'est des choses très simples. Et donc, on arrive avec cette solution à prendre tous les déchets plastiques, même mélangés, et on en fait un gisement et une ressource pour faire d'autres produits à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment fou. Nous, on se disait, mais c'est même quasi impossible que ça marche. Et en fait, là, on l'a installé en démonstration chez Baudelaire Environnement, qui est un gros industriel dans le Nord. Et ça y est, ça fonctionne. Donc là, on a refait une levée de fonds. Et là, maintenant, ils ont été en Inde avec France 2030, parce que là-bas, il y a des énormes sujets. Et ils ont énormément de demandes. Donc, c'est le genre d'innovation qui, moi, me fait me dire qu'on peut quand même avoir des belles avancées aussi. Même si, il ne faut pas compter que sur l'innovation. Il faut aussi qu'on réduise nos usages et qu'on les change. Mais par contre, il y a des très belles choses. Je sais pas, tu veux que je fasse une liste avec plusieurs ou…
Oui. Avec plaisir, hein, non, mais Non, je veux juste pas prendre tout le timing, mais lesquels me font bien rêver aussi. Bah, justement, je vous parlais du cacao, c'est assez marrant. On a investi récemment dans une innovation dans l'agroalimentaire. C'est la première qu'on a fait, qui s'appelle Green Spot Technology. Et eux, ils récupèrent les déchets alimentaires. Donc c'est colossal les déchets alimentaires, mais végétaux. Et en fait, c'est des solutions de fermentation. Donc ils ajoutent certaines choses, c'est de la chimie en gros. Ils arrivent à faire fermenter les déchets et ils produisent des poudres avec cette fermentation. Et c'est vraiment dingue parce qu'en fait, on sait faire de la chimie à l'échelle maintenant agroalimentaire, on sait faire plein de choses et ils arrivent à faire avec ces déchets des composants pour la nourriture qui remplacent d'autres composants. Et typiquement, on fait du chocolat sans cacao. Et j'ai goûté, hein, c'est fou quoi, c'est le même goût parce qu'en fait on arrive à reproduire les goûts chimiquement avec des processus de fermentation, sauf qu'au passage on évite des millions de tonnes de CO2, c'est hallucinant l'impact que ça a et on revalorise des déchets. Et ça peut paraître un peu fou, en fait ça marche très très bien. Et là aujourd'hui ils sont en train de faire plein de trucs justement avec des gros de l'agroalimentaire parce que les coûts explosent pour les matières premières, mais en plus l'impact carbone est désastreux. Et là on arrive à faire des choses très très comparables en termes de goût, avec des choses qui sont recyclées de l'industrie agroalimentaire. C'est assez fou, mais ça marche très très bien. Voilà. Puis après, il y a des choses qui sont plus dans la réduction des émissions. Ça ne va pas transformer des secteurs, mais ça a vachement d'impact. Par exemple, Beyond the Sea, que vous avez peut-être vu, c'est Yves Parlier, donc le navigateur du Vendée Globe. Et lui, en fait, il s'est dit qu'il faut aller chercher les vents en haute altitude pour décarboner la marine marchande. Donc la marine marchande, si c'était un pays, ce serait le 6e plus gros pollueur du monde. C'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc 3 fois la France. Il y a 100 000 bateaux. C'est 400 milliards de dépenses en carburant tous les ans pour les armateurs. Et les armateurs, ils n'ont pas de solution. Les réglementations sont hyper contraignantes, leur disent de baisser les émissions parce que maintenant, il y a une espèce de DPE des bateaux. Donc tous les ans, il y a une lettre, il faut qu'ils soient de plus en plus compétitifs et ils ne sortent plus du port s'ils ne respectent pas le DPE, ça ne s'appelle pas comme ça, mais voilà. Et donc, ils n'ont pas vraiment de solution parce que les carburants alternatifs, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec les réglementations qui sont très strictes. Et donc, en fait, ils comptent l'ensemble des émissions. Ils appellent ça... je ne sais plus comment ils appellent ça, ils ont un terme, mais en gros, ça ne marche pas pour les carburants alternatifs aujourd'hui. Et les bateaux à propulsion nucléaire, qui sont un peu le fantasme, en fait, à l'agenda, c'est 50 ans encore. Donc, ça ne marche pas. Et donc, Yves Parlier s'est dit qu'il faut réutiliser le vent, mais si on refait des bateaux à voile traditionnels, on va passer complètement à côté de ce qu'on a appris sur les vents ces dernières décennies, et notamment, justement, que ces vents en haute altitude sont beaucoup plus constants et beaucoup plus puissants. Et lui, il s'est dit, si on fait des ailes géantes qui montent en haute altitude, qui sont pilotées par un logiciel intelligent, on peut réduire de 40% la consommation des tankers. Et là, c'est colossal parce que si on équipe les 100 000 bateaux de la marine marchande avec Beyond the Sea, on réduit de 0,7% le CO2 mondial. Donc c'est comme si l'Égypte entière n'avait plus aucune émission de gaz à effet de serre du jour au lendemain. Et lui, quand on l'a rencontré, il y avait vraiment tout à faire. Ils étaient super avancés, ils avaient fait 10 ans de R&D et ça marchait très bien informatiquement, les modèles théoriques étaient super, mais dans le concret, c'était très très loin d'être efficace. Et donc on a recruté Marc Tienpont, qui est un super entrepreneur du monde de la marine marchande. On a restructuré toute l'équipe, on s'est vraiment servi du réseau d'actionnaires. On a trouvé deux partenaires armateurs de co-développement. Et on est passé, on a testé 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés aujourd'hui. Là, on tire déjà des bateaux de 150 mètres de long. Maintenant, c'est une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, elle va atteindre 10 millions cette année en tirant des bateaux, par exemple, de la marine nationale. Elle a des clients de prestige comme Ultranav, qui est un armateur international. Et là, on parle d'équiper les tankers en 2026 avec des voiles de 400 mètres carrés. Donc là, ils sont en train de travailler dessus. Donc d'atteindre l'échelle finale de Beyond the Sea, sachant que ça s'est fait en 3-4 ans parce qu'on a mis les moyens et qu'on leur a amené ce qu'il y avait. Et donc on peut aller faire émerger ce type d'innovation et ça fonctionne, quoi. Là, quand on voit, j'ai reçu tout à l'heure une vidéo de Marc qui m'a envoyé sur WhatsApp, elle est encore confidentielle, mais de la voile qui fonctionne en déploiement automatique, rapatriement automatique, tous les 8, là, parce que ça fait des 8 sur un bateau de 150 mètres de long. Ça fait quand même plaisir. On se dit, demain, c'est pas impossible que nos enfants regardent des bateaux tirés par ça et disent, what else, quoi, c'est normal. Merci beaucoup, c'est super. Je vais maintenant vous faire travailler encore, et oui, c'est à vous. Je vais vous demander en fait de faire une espèce de projection dans le futur. Donc je vais vous demander de fermer les yeux à tous, de prendre 10-15 secondes et en fait d'imaginer sur la base de ce dont on a parlé, votre entreprise, ou en tout cas votre activité, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Quel mot, quelle image vous vient de cette entreprise dans 10 ans? Et qui veut le partager? Ne soyez pas timide, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il ferme trop les yeux, c'est pour ça.
En même temps, tu leur as demandé. Hein. Oui, c'est vrai. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Il reste toute une soirée. Qui veut le partager? Ah, super. Stéphane, oui. Bon, ça va être très court. Hein. Ouais, très bien. C'est des conseils en organisation. Et en fermant les yeux, j'ai vu deux images. J'ai vu une image d'un sapin et de la lumière. Trop bien. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir devenir bûcheron. Merci Stéphane. Et bientôt Ouais, Noël. bravo, hein, bravo. Bravo. Quelqu'un d'autre? Un peu de courage. Sinon, je vais devoir demander à Arthur. Bon, moi je veux bien. Moi. Ah, bon bah, allez Arthur. Qu'est-ce que tu as imaginé toi? Non, moi je me suis dit à quoi ressemble Team for the Planet dans 10 ans et pour moi c'est vraiment un mouvement mondial dans toutes les langues avec des gens partout sur Terre, avec 1 million de personnes voilà, qui s'entraident et qui font avancer ces solutions du monde de demain. Ça je le vois bien et ça me chauffe bien quoi. Super. Je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. On va bientôt clôturer ce super moment qu'on a passé tous ensemble. Moi, je voudrais te poser une ultime question. Après, on va laisser 2-3 questions également au public. Ne t'inquiète pas, Adrien, je t'ai vu. S'il devait rester... Pardon. S'il ne devait en rester qu'un. Ce serait lequel ici en fait, s'il devait y avoir un message essentiel pour toutes les personnes présentes dans cette salle, qu'il devait retenir en fait de ce que tu viens de dire, ce serait quoi? Ce serait, posez-vous la question de quoi vous allez être. Qu'est-ce qui va vous arracher un rictus sur votre lit de mort? Non mais vraiment, ça peut paraître morbide, mais en fait on est tous mortels, hein. On va pas rester très longtemps, hein. On est tous dans le déni là, on est tous en mode non, tout va bien. Non, on va partir un jour. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir fait de ce court temps qu'on a sur Terre? Qu'est-ce qui vraiment, à la fin de notre vie, nous fera nous dire putain je l'ai fait et c'était bien et j'ai eu raison de le faire quoi. De quoi on sera vraiment fier? Moi j'essaie de me lever le matin en me posant cette question, en me disant à la fin c'est le seul truc qui va compter quoi. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi? Et donc s'aligner avec son ADN. Moi je crois que c'est vraiment ça qui est la clé pour énormément de choses dans nos vies pour qu'on traverse ces vies de la meilleure façon possible, quoi. Même au-delà de l'entrepreneuriat. Mais voilà, moi je pense que typiquement, voilà, tenter des trucs un peu fous, même si ça n'a aucune chance de marcher, c'est pas grave si on se sent aligné et qu'on se dit à la fin de notre vie, putain, je l'ai fait quand même, quoi. Même si ça n'a pas marché, je m'en fous, je l'ai fait. Et voilà, c'est ça que je pense que c'est le truc le plus important. Et on est tellement tout le temps réhappé par le quotidien, le stress, la fatigue, tous les trucs à gérer. Je le sais, hein, moi aussi, hein, il faut gérer plein de trucs. Mais il ne faut pas qu'on perde ça quand même. Et j'aime bien une phrase de Walt Disney qui disait si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc il faut qu'on commence par rêver, quoi. Ouais, super, merci beaucoup. On vient de me signaler qu'on ne va pas avoir le temps, donc je voulais une question. C'est Adrien, parce que je l'ai vu lever la main tout de suite. Donc je suis désolée, je fais du truc. Ok, ça marche. Merci. Déjà, avant toute chose, vraiment, je voulais vous rendre un hommage appuyé parce que moi, je m'attendais à une belle conférence, mais honnêtement, je n'imaginais pas un témoignage aussi profond. Moi, j'étais littéralement embarqué, vraiment ultra inspirant. Je connaissais de loin ce que vous aviez fait, mais vraiment, j'ai trouvé ce témoignage à tous les niveaux. Vraiment, ça m'a touché. J'ai trouvé que c'était très profond, très juste. Et merci au Club des entrepreneurs d'avoir organisé cette soirée. Je ne veux pas mettre la pression. Je sais que nos entrepreneurs sont très bons derrière, mais cette première séquence de soirée était vraiment à titre personnel. Merci. Ça me touche aussi. Je voulais vous poser une question parce que si je vous suis, j'ai quand même l'impression que le changement que vous appelez de vos voeux, il passe beaucoup par les entrepreneurs, le monde économique, notre capacité à réinventer les modèles d'affaires. Les business models, etc. Donc quelque part, c'est un réveil qui vient, moi j'adhère pas mal à cette vision, qui vient beaucoup de la société civile, des entreprises, quelque part beaucoup plus du politique, en tout cas d'un politique qui serait vraiment descendant dans son rapport aux enjeux de société. Je voulais du coup vous poser la question, vous qui avez un peu gravité dans des sphères, vous parliez des échanges que vous aviez récemment avec le ministre de la Transition, quelle place vous donnez aux politiques dans ce changement? Est-ce que d'après vous, les politiques à des niveaux supra, je ne parle pas de ce qui est la politique locale, qui est beaucoup plus en lien peut-être avec les enjeux du territoire, mais quelle place vous donnez à ces politiques? Est-ce qu'ils ont vraiment une force de changement d'après vous? Ou est-ce qu'on voit ce qui se passe avec l'école, on n'est pas sur des espèces de mascarades à répétition finalement qui n'appliquent rien en termes de changement?
C'est un peu peut-être orienté comme question. Oui. Et deuxième question, parce que j'ai beaucoup aimé encore une fois la profondeur de votre témoignage, notamment dans ce rapport un peu culturel, philosophique, introspectif qu'on peut avoir à la transition, au développement personnel aussi, au développement durable. Quelle place on donne aux philosophes? Je trouve que les philosophes ne s'approprient pas assez cette question du changement de société, de la transition. Donc par rapport à tout votre témoignage, comment vous vous positionnez par rapport aux politiques et par rapport aux philosophes pour vraiment engager plus efficacement cette espèce de projet culturel qui nous concerne? Ça fait Ouais, deux questions, merci, juste Adrien. C'est des bonnes questions. Bah là encore, hein, je vais être très franc hein, sur la politique. Donc oui, j'ai eu la chance, par exemple Clément Beaune, qui était l'ancien ministre des Transports, on a passé une soirée juste au resto où il était déjà plus en exercice et où on rentrait vraiment dans comment ça marche. Voilà. J'ai aussi rencontré Elisabeth Borne, Christophe Béchu, dont j'ai été vraiment proche parce qu'il nous a beaucoup aidé avec Team for the Planet. Et pareil, j'ai eu pas mal d'échanges. Pannier Runacher, enfin bref, il y en a pas mal. Je vais être super honnête. Non mais, en fait, on est dans une oligarchie mondialisée. C'est fini quoi. Les politiques, ils peuvent pas changer le système. Les politiques, ils ne peuvent que entretenir ou augmenter ce système parce qu'en fait, ils en sont les rouages. Et en fait, par exemple, un président de la République aujourd'hui ne peut pas changer le modèle économique. Parce que pour se faire élire, il faut qu'il ait des soutiens de très grandes puissances financières, sinon c'est impossible d'accéder à la tête d'un pays. Sinon, c'est d'autres qui vont accéder puisqu'ils seront eux soutenus par ces grandes puissances qui possèdent tous les médias, qui possèdent toutes les ressources. Donc une fois qu'on est là, on peut être un président super courageux et dire « Ah, je vais me retourner contre vous maintenant et puis on va changer le modèle ». Sauf que la réalité, c'est que, encore une fois, il possède tous les médias, donc il vous tue médiatiquement. S'il vous tue médiatiquement, il vous tue politiquement. Et puis après, votre retraite, elle vient d'eux. Enfin, honnêtement, hein, même les politiques en sont conscients, ils le savent. Et donc, c'est assez fou, mais moi, je ne crois pas en effet qu'on va changer grand-chose. En fait, pourquoi on est toujours en colère contre nos politiques? C'est parce qu'on attend d'eux qu'ils trouvent des solutions à nos problèmes. Mais en fait, structurellement, ce n'est pas leur métier. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est assez hallucinant. Par exemple, Brune Poirson, qui était donc dans le premier quinquennat de Macron, je la connais très bien parce qu'on a lancé le dividende climat et elle est présidente du dividende climat. Et je la fréquente régulièrement, c'est une amie. Mais elle me dit, en fait, c'est une dinguerie d'être ministre. Il y a des mecs qui rentrent dans votre bureau toutes les 3 minutes qui disent « Qu'est-ce qu'on fait pour ce dossier ?» Je ne sais pas, moi, je n'ai pas étudié ça depuis 8 ans, en fait. Ah oui, mais moi, je dois savoir maintenant. Donc, ok, je vais me baser sur ce que je connais à peu près il y a 8 ans. Puis mes conseillers stagiaires, ils vont essayer de donner une formulation du truc. Mais c'est littéralement ça. Donc, en fait, on ne peut pas attendre de nos politiques qu'ils trouvent des solutions parce que ce n'est pas un appareil créatif. Par essence, l'appareil politique ne peut pas trouver de solution. Alors, à une échelle locale, ce n'est pas pareil. Mais à l'échelle nationale, on parlait de ça, je crois vraiment qu'on ne peut pas attendre de ça. Et moi, ce que j'ai vu par contre d'intéressant, c'est qu'avec Team for the Planet, on n'avait que 100 000 actionnaires. Mais en fait, avec 100 000 actionnaires, on accède à tous les politiques. Et ils nous reçoivent tout de suite parce qu'en fait, on représente un truc et on fait une démonstration d'un truc que eux pourraient ensuite passer à l'échelle. Parce qu'en fait, c'est ça plutôt le rôle du politique, c'est de dire la société civile propose des initiatives et quand les initiatives font sens et commencent à démontrer, nous, politiques, notre rôle, c'est de les encadrer, ces initiatives, et peut-être de leur donner de l'élan dans la mesure du possible. Alors, quand il s'agit de changer de modèle, très honnêtement, encore une fois, je pense que ça ne viendra pas du monde politique. Mais le monde politique pourra y être confronté. Et l'entrepreneuriat peut créer un vrai rapport de force. Tout n'est que rapport de force. Honnêtement, il n'y a rien d'autre. Donc, nous, on a des moyens pour amener du rapport de force. Donc, ça qui est intéressant. Et pour les philosophes, c'est une super question. Moi, je la trouve extrêmement pertinente. C'est vrai, avant, les philosophes, c'était les conseillers des rois. Le numéro 2 d'un roi, c'était un philosophe. C'était pas un économiste. Et en fait, aujourd'hui, on a érigé l'économie au rang de science. Mais en fait, ce n'est pas une vraie science, l'économie. Alors que la philosophie, ça devrait probablement être beaucoup plus représenté aujourd'hui dans nos institutions. Et c'est très peu le cas. Et en effet, on traverse une crise philosophique avant tout parce qu'on ne se pose plus les questions. On ne se pose plus le pourquoi on fait tout ça, vers quoi on va. Et donc, je pense en effet qu'il faudrait vraiment redonner de la place à la philosophie. Mais c'est pas simple. Dans les codes culturels dominants actuels, ça fait chier tout le monde parce que ça ralentit la transformation d'1 euro en 2 euros, quoi. Et pourtant, je pense que si on veut penser long terme, on en a besoin. Donc, pour moi, évidemment, les philosophes devraient reprendre de la place. Et je vous invite d'ailleurs à écouter. Il y a des philosophes comme Frédéric Lenoir que j'apprécie beaucoup, qui sont passionnants et qui posent les bonnes questions. En fait, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas au gouvernement un minimum 1 ou 2 philosophes et qui soient nommés pour ça.
Un Cédric Villani, par exemple, il avait un peu cette tendance et en fait, ça fait du bien. Moi, je pense qu'on a besoin de ces profils-là. Mais comme la structure de notre économie et de notre monde est maintenant tellement effrénée qu'on n'a plus le temps de se poser des questions et qu'on doit juste être dans voilà, on vend pas assez de pulls, les gars, démerdez-vous, faites des Facebook ads. Ouais, c'est sûr que la philosophie, on a du mal à intégrer là-dedans, quoi. Bon, merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Vraiment l'applaudir, merci pour tout.